On parle souvent de réchauffement climatique, de pollution, de grandes décisions politiques, mais on parle rarement de ton garde-robe ou de ton placard. Chaque année, on achète plus de vêtements, on les porte moins longtemps et on les jette plus vite. Tu veux réduire ton impact, mais tu ne sais pas trop par où commencer. Et si la solution n'était pas compliquée, mais plutôt simple? Acheter moins, choisir mieux, partager plus. Salut, c'est Gaétan. Aujourd'hui, on parle d'une habitude qui peut changer ton impact environnemental et ton rapport à la mode. La plupart des vêtements que nous achetons finissent très vite oubliés dans nos placards. Chaque achat inutile consomme des ressources, de l'eau et génère des émissions de CO2. Dans cet épisode, tu vas apprendre comment réduire tes achats, choisir mieux et partager intelligemment tes vêtements pour avoir un impact positif. Mais avant de t'engager dans l'écoute de ce podcast, j'aimerais te proposer de prendre une trentaine de secondes de silence pour devenir observateur, observatrice de ton propre état d'esprit actuel. Ceci t'aidera naturellement à mieux te préparer aux différents sujets du podcast que tu t'apprêtes à écouter. Bonne écoute. Alors, tu penses que pour aider la planète, il faut devenir minimaliste à l'extrême, par exemple. Mais c'est faux. Le vrai levier, il est dans ton placard. Chaque année, on achète plus de vêtements que nous portons moins longtemps. Et si la solution n'était pas d'acheter écolo, mais d'acheter moins? Parce que si on continue de la même façon, par habitude, par facilité, par manque de repères clairs, nous continuons nos habitudes de consommer nos vêtements de la même façon. Alors maintenant, comment peut-on réduire notre impact sans nécessairement se priver? En fait, on doit apprendre à changer sa relation aux vêtements, changer notre perception de voir les choses. Il faut changer notre regard. On en a parlé à la fin du dernier épisode. En fait, de passer de consommateur rapide à gardien de nos vêtements. Oh, là, on vient de changer quelque chose. On vient de changer la façon dont on consomme, plutôt que de dire on est un consommateur rapide de nos vêtements, on les use, on les change. On va passer à gardien de nos vêtements. Et on va voir dans un de nos épisodes, probablement dans 2 épisodes, on va parler de notre relation avec nos vêtements. On va parler beaucoup plus de la fonction avant vraiment d'aller à la nature de nos vêtements. Et on peut regarder, par exemple, nos grands-mères. La relation que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères avaient avec leurs vêtements. Hein? Il y avait beaucoup moins de vêtements. Puis c'est drôle, l'hiver était aussi difficile. Au Canada, je parle ici au Québec. En France, les températures étaient la même chose. J'ai souvenir de la France en hiver, c'est très humide. Donc, ils ont survécu. C'est une des raisons pourquoi on est encore là, nous-mêmes. Donc, ils ont continué à s'habiller, ils ont continué à se vêtir, mais ils possédaient énormément moins de vêtements, et je pourrais donner des chiffres un peu plus tard. Mais la qualité était sans doute supérieure. Et non seulement la qualité des vêtements était supérieure, mais aussi une fois que le vêtement était usé, il faisait une chose, il les réparait. Est-ce qu'on sait encore, nous, comment réparer nos vêtements? Et en plus, non seulement on les réparait, on pouvait aussi les partager. On le sait, les familles étaient nombreuses. Donc, dans la famille, les vêtements passaient d'un enfant à l'autre jusqu'à temps que finalement, la durée de vie du vêtement était passée date, on peut dire. Et non seulement il les passait à l'autre, par souci d'économie, par souci social aussi. Ensuite de ça, il pouvait même reprendre ces vêtements-là et les amener, par exemple, dans des usines qui étaient dédiées à ce genre de choses, et il pouvait recycler ces vêtements, pouvait les transformer
en des vêtements ou en des articles moins, on peut dire, moins exigeants. Hein, comme par exemple, on pouvait prendre une chemise de laine, un pantalon de laine, et on pouvait les transformer soit en chapeau, soit en bonnetterie, soit en article pour les mains ou les gants et tout ça, les mitaines qu'on dit ici. OK? Donc, ils pouvaient transformer. Un manteau pouvait durer 20 ans. Un chandail, comme on dit, ça se raccommodait. Des bas aussi. Une robe passait d'une sœur à l'autre. En fait, tout ça n'était pas dans un souci écologique, ni par souci idéologique, mais tout simplement par logique. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse une petite étude statistique. Il y a un rapport suite à l'accord de Paris qui a été sorti, en fait, par une firme allemande qu'on appelle Hot or Cool Institute de Berlin en 2022. Et ce rapport nous donne vraiment des données très, très intéressantes qui nous ramènent finalement les deux pieds sur terre et qui nous ramènent finalement à la base. Et on va voir ce qui en ressort de ce rapport ressemble énormément à ce qu'on faisait dans le temps. On ne réinvente pas la roue, comme on dit. Et ce rapport s'appelle Unfit, Unfair, Unfashionable, Resizing Fashion for a Fair Consumption Space. En français, on dirait inadapté, inéquitable, non tendance, redimensionner la mode pour un espace de consommation équitable. En fait, il y a un point en particulier où est-ce qu'on dit ajuster la vitesse de la mode. Là, on peut voir que la mode est à grand V. Hein? On peut voir la consommation, la surconsommation, ça nous crée un certain stress même, ça nous crée même de l'éco-anxiété. On en a parlé pendant le premier épisode. Mais on dit que l'accord de Paris est adopté par 196 gouvernements, dont les pays du G20 visent à limiter le réchauffement climatique à bien moins de 2 Celsius, idéalement à 1,5, à peu près au-dessus des niveaux pré-industriels. Atteindre cet objectif exige des réductions rapides et drastiques des émissions à gaz à effet de serre. Qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre? En fait, ici, on le mesure en kilos équivalents de CO2, qui est un gaz à effet de serre qu'on connaît, hein, la plupart des gens le connaissent, et c'est avec cette donnée qu'on va mesurer l'impact. Okay? Au niveau de la production et de la consommation et la réalisation de la neutralité carbone mondiale d'ici le milieu du 21e siècle. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est en fait un gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre, par exemple, comme le CO2, c'est généré lorsque un carbone contenu dans une matière, telle le charbon, le pétrole, le gaz naturel, bois, aliments, etc., se combine avec de l'oxygène lors d'une réaction chimique qu'on appelle la combustion. Et la combustion, c'est quand on brûle un carburant, essence, gaz naturel, charbon, bois, et que les matières, telles le carbone, l'oxygène, se réarrangent et produisent ce qu'on appelle une molécule de CO2. Et c'est à l'origine du gaz à effet de serre. Et pourquoi on appelle ça un gaz à effet de serre? C'est que tout simplement, lorsque c'est émis dans l'atmosphère, ce gaz à effet de serre va laisser passer certaines longueurs d'onde du Soleil, mais ne le laisse pas réémettre vers l'extérieur. Donc, autrement dit, ça fait comme une serre, finalement, que les rayons de soleil y pénètrent, mais ne peut pas en ressortir. Par exemple, comme les rayons à infrarouge. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, il y a une surchauffe à l'intérieur de la serre et c'est comme ça qu'on réussit à réchauffer une serre. Mais c'est exactement la même chose que le CO2 ou le méthane qui est produit, par exemple, là, en absence d'oxygène lors de la décomposition des matières alimentaires. Là, finalement, ça l'empêche le rayon de soleil de ressortir, d'être reflété sur la Terre et de ressortir. Donc, finalement, ça crée une augmentation de température. Et c'est ce qu'on veut avec l'accord de Paris, c'est qu'on veut limiter cette augmentation de température qui provient de ces gaz à effet de serre à 1,5 degré pour qu'on puisse finalement diminuer ce problème dans le temps. Selon une estimation conservatrice, on dit que 4 % des émissions mondiales proviennent de la mode. Hein? On est 4 %. L'industrie de la mode devrait donc réduire ses émissions de 1,1 milliard de tonnes de carbone pour suivre la trajectoire à 1,5.
d'ici 2030. C'était quand même un objectif qui est discuté encore beaucoup dans les médias et du côté scientifique. Du côté scientifique, les données n'ont pas changé, mais on peut voir que politiquement, socialement, c'est très difficile d'arriver à ces objectifs. Donc, on parle d'une réduction de 50 à 60 % par rapport au niveau de 2018. Ce rapport a été fait en 2022, mais on dit de 50 à 60 % par rapport au niveau de 2018. Donc, c'est quand même très drastique. On doit faire des choses rapides. Et on voit que ça peut venir créer cette anxiété, dire, bon, ben, OK, qu'est-ce qui va arriver si on ne le fait pas? Hein? Bon, comme j'ai tout dit depuis le début, on regarde ça d'une façon constructive, d'une façon positive. On regarde ce que nous, on peut faire là-dedans sans se créer de stress, de culpabilité surtout. Mais on doit regarder les chiffres d'une façon honnête, de regarder la photo, en fait, de regarder notre situation actuelle avant de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, pour respecter les limites de température de l'accord de Paris, des objectifs d'émissions par habitant liés à la mode sont déterminés en répartissant le budget carbone restant de façon équitable à travers la population mondiale, donc à travers le G20 qu'on va regarder ici. Ainsi, un budget par habitant de 128,7 kg de CO2 par an est calculé. Mais actuellement, notre consommation est de 214 et on doit baisser ça à 128,7. On parlait de 50-60 % tantôt. Pour réussir à rencontrer, d'être conforme à l'objectif du 1,5. L'empreinte carbone par habitant au niveau de la consommation de la mode varie considérablement dans le G20. Le G20, c'est qui? C'est l'Australie, aller jusqu'à l'Inde, en passant par l'Afrique du Sud, en passant par l'Angleterre, l'Allemagne, la France, le Canada. Un résultat du rapport dit que l'empreinte carbone par habitant varie considérablement dans les pays du G20 et suit généralement le PIB. Autrement dit, plus que le PIB est élevé, plus que notre bilan carbone, en fait, est négatif. Autrement dit, plus lourd il est. Les pays à revenus élevés affichent une empreinte moyenne de 330 kg de CO2 par an par capita. OK? Ici, on regarde toujours par capita. OK? Par tête de pipe, comme on dit. Les pays à revenus intermédiaires supérieurs à 179 kg et les pays à revenus intermédiaires inférieurs à 69 kg. Donc, on peut vraiment voir que les pays riches, on consomme énormément. On dit aussi qu'environ 84 % des émissions à effet de serre associées à la consommation de la mode proviennent de la production en amont, de la culture des fibres et de la confection et de la finition des vêtements. 84 %. Donc, on va voir que ça aura un impact directement sur les achats. Donc, plus qu'on achète de matériaux neufs, bien, c'est 84 % que ça compte sur le bilan carbone. Donc, on peut voir que si on achète mieux, on achète moins, on peut tout de suite voir que ça a un impact majeur. Et ça fera partie des points finaux ou des points particuliers qu'on va soulever dans ce podcast. La part des émissions en amont est plus faible dans les pays à revenus intermédiaires où la consommation de vêtements neufs est généralement plus basse, la durée d'utilisation plus longue et les taux de recyclage plus faibles, ce qui entraîne une part importante des impacts lors de l'utilisation et de la disposition. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir aux statistiques. À propos du G20, l'Australie se retrouve en tête. C'est le pays qui produit et qui consomme le plus de textiles, que ce soit au niveau de la production, de l'utilisation ou de la disposition. On parle ici d'un total de 503 kilos par habitant. On parle de 11 % de l'ensemble du G20. Le Canada se situe au 6e rang, au niveau de 335 kilos, soit 7 % du G20. Et la France se situe au 14e rang, à 146 kilos, qui constitue 3 % de l'ensemble des kilos de gaz à effet de serre, de CO2, dans le G20. On peut voir que la France a une avance, bravo pour les Français en passant, on peut voir que la France a vraiment un souci beaucoup plus élevé. Premièrement, étant situé en Europe, on peut voir que les pays européens
sauf l'Angleterre. L'Angleterre se trouve au 4e rang à 373 kilos par capita, qui constitue 8 %. Mais la France se situe à 3 %. Donc, on peut voir que les politiques, peut-être aussi que les consommateurs, depuis un certain temps, sont beaucoup plus conscients de l'impact environnemental. Puis pourtant, la France, c'est un pays qui est quand même axé vers la mode. On le sait, hein, la mode française, on le voit, on le sait très bien. Voyez-vous, au niveau de l'Italie, se situe au 11e rang, lui. OK? Donc, quand moi j'ai vu ces chiffres, j'étais très surpris de voir que la France était en avance sur l'Italie au niveau du nombre de kilos de gaz à effet de serre. Et la raison principale, c'est que la France utilise énormément de produits seconde main. Donc, on va réutiliser les produits, les vêtements, d'une façon plus adéquate. Et aussi, la France va exporter des vêtements qui va venir diminuer sa trace environnementale. Alors, bravo la France, vous êtes vraiment un exemple que nous devrions tous suivre, en fait, dans le G20, avec vos habitudes de consommation. Même si vous êtes un pays renommé pour votre mode, vous semblez avoir une maîtrise différente au niveau du vêtement, au niveau de la consommation. Alors qu'ici au Canada, nous avons de grandes surfaces, nous avons énormément d'eau, nous avons beaucoup d'hydroélectricité, nous l'avons même en abondance. Et finalement, ça nous amène à un problème, c'est qu'on la gaspille énormément. Nous sommes constamment en train de gaspiller l'eau, en train de gaspiller l'énergie, parce qu'on sait que le coût du kilowattheure ici au Québec, point de vue domestique, on parle environ de 8 sous canadiens par kilowattheure, alors que chez vous, on peut parler du triple et du quadruple. Donc, vous faites extrêmement attention à votre énergie, vous la consommez avec parcimonie, alors qu'ici qu'au Canada, au Québec, ben, on la consomme un peu n'importe comment. Donc, on n'y fait pas vraiment attention et ça vient jouer sur notre bilan carbone et ça vient nous nuire sur nos statistiques. Donc, il y a vraiment... il y aura un accent particulier à porter dans les prochaines années pour améliorer notre propre bilan carbone. OK. Maintenant que nous avons pris la photo exacte de notre situation actuelle et l'importance de prendre une photo exacte, c'est tout simplement que ça va nous aider à prendre de meilleures décisions. Hein? On doit apprendre à mesurer les choses, bien entendu, avec des chiffres qui sont réalistes, avec des chiffres qui sont vrais, basés sur des études sérieuses, telle l'étude qu'on étudie dans ce podcast. Et ensuite, ça nous permet de prendre des meilleures décisions et de prendre des décisions où est-ce qu'on aura un impact le plus fort, en fait. Hein, on ne veut pas commencer, comme on dit, quand on fait le ménage, souvent que je dis quand on fait le ménage dans notre garage, hein, on commence à déménager les grosses boîtes en premier, pas les petites boîtes. On commence par les grosses boîtes et là, on voit tout de suite l'amélioration qui s'installe. On voit tout de suite l'amélioration et lorsqu'on arrive aux plus petites boîtes, finalement, ça a un impact moins grand, mais il reste qu'il faut continuer quand même à faire le ménage de notre garage. Alors, ce qui ressort de cette étude, où est-ce qu'on a un impact majeur sur les gaz à effet de serre vis-à-vis de notre consommation de nos vêtements, de notre textile, c'est sur notre mode de vie. C'est notre façon, nos habitudes qu'on a de consommer. Et dans ce rapport, on sort un impact des options de mode de vie sur l'empreinte carbone de la mode. Et là, on va commencer à avoir des solutions. On va commencer à avoir des façons de faire qui vont nous permettre facilement d'avoir un impact sur notre environnement, point de vue de nos textiles. Le premier, c'est d'augmenter la durée d'utilisation des vêtements. Et le deuxième, c'est de réduire le lavage et le séchage, disposer de façon responsable et acheter seconde main. Augmenter la durée d'utilisation des vêtements. On dit ici que c'est l'option la plus efficace. Prolonger la durée de vie moyenne des vêtements de 9 mois permet d'éviter en moyenne 54 kg de gaz à effet de serre, de CO2 par personne par an. Et on se rappelle
le taux moyen dans les pays du G20 est de 214. Et ici, on dit que si on allonge la vie de 9 mois, seulement 9 mois de nos vêtements, on a un impact de 54 kilos. Et l'ensemble des options de mode de vie que je vous parle ici compte à peu près pour 93 kilos sur le 214. Donc, une amélioration environ de 43 %. Donc, ce 93 kilos, allonger la vie de nos vêtements de 9 mois, c'est 54 kilos. Donc, on est à 50-60 % de l'impact qu'on peut avoir des nouvelles façons qu'on a à consommer nos vêtements. 54 kilos. On dit plus en détail que prolonger la durée d'utilisation de tous les vêtements de 50 %, OK, permet d'éviter environ 27 kilos de CO2 par habitant par an. Une extension de 75 % permettrait d'économiser 40 kilos de CO2 par habitant. OK, mais on retient ça. Si j'allonge la vie de la durée de mon vêtement de 9 mois, j'ai un impact de 54 kilos. C'est énorme. Ensuite, réduire le lavage et le séchage, disposer de façon responsable et acheter seconde main. Quel impact est-ce que ces trois choses ont sur le fameux 93 kilos potentiel qu'on peut avoir immédiatement? On dit que réduire le lavage et le séchage. OK? Mais ici, on va dire, OK, mais je ne peux pas réduire le lavage tant que ça. Là, je porte mes vêtements, je dois les laver. Mais la vraie question qu'il faut se poser, est-ce que je les lave trop? On va voir dans le 3e podcast où est-ce qu'on va parler de l'entretien de nos vêtements. Bien, en fait, est-ce qu'aussitôt qu'on le porte, on le met au lavage? Est-ce qu'on ne peut pas peut-être sauter une fois? Peut-être sauter une deuxième fois? Spécialement quand nos vêtements sont de qualité, on ne veut pas les abîmer. On va voir, et on peut voir ici que la durée de vie du vêtement a un impact majeur. Les gaz à effet de serre qu'on peut générer grâce à nos vêtements, on a vu 54 kilos sur 93, sur un potentiel de 93. Donc, on peut se poser la question, si je le lave trop souvent, bien à ce moment-là, je vais l'endommager beaucoup plus rapidement. Donc, on peut voir que l'impact de l'entretien, c'est qu'on va l'utiliser adéquatement et on va l'entretenir adéquatement. C'est pourquoi l'entretien est si important. On dit ici que si j'évite un lavage sur 3, un lavage à l'eau froide, par exemple, ou un lavage à 30 degrés Celsius, ça implique une réduction de 21 kg de CO2 par habitant par an. Si on saute 2 lavages et on le fait une fois sur 3, ça sauve 21 kg sur le 93 kg potentiel qu'on parlait. Disposer de façon responsable, recyclée ou upcyclée, qu'on dit ici, 75 % des vêtements de fin de vie, ça apporterait une réduction de 8,4 kg de CO2 par habitant par an. OK, on peut voir ici que de recycler nos vêtements, ça a un impact. On en a parlé un petit peu plus tôt. C'est ce que nos grands-mères faisaient. Elles amenaient des vêtements dans les usines et finalement, on pouvait recycler ces vêtements. Recyclage de ces vêtements, finalement, a un impact, mais pas si grand qu'on pense. C'est beaucoup plus d'allonger la durée de vie de nos vêtements qui a un impact. Ici, on parle de 8,4 kg sur la 93 kg de potentiel qu'on parle. Et en troisième, dans cette partie de lavage, séchage, disposé de façon responsable et acheter de seconde main, la troisième partie, c'est acheter uniquement des vêtements de seconde main. Aller dans les friperies, repasser notre vêtement d'un enfant à l'autre, de passer nos vêtements à notre frère, à notre soeur. Ça a un impact d'environ de 7,2 kg sur la 93 kg potentiel. OK? Donc, par ordre de grandeur, augmenter la durée d'utilisation des vêtements, 54 kg, c'est là qu'on a un impact majeur. Deuxièmement, réduire le lavage et le séchage disposé de façon responsable et acheter de seconde main, ça a un impact moindre, mais ça a un impact. On peut voir ici finalement qu'on revoit ce qu'on faisait dans le temps, à ce que nos grands-mères faisaient. Réutilisaient les vêtements, donc allongeaient la durée de vie, donc les raccommodaient, les réparaient. Et si on est honnête, là, on peut se poser la question, quand est-ce que j'ai vraiment pris une aiguille et du fil
et réparer, par exemple, un trou que j'avais dans un de mes bas. Hein? Ou est-ce qu'on n'a pas plutôt l'habitude de dire, bon, ben, j'ai des trous, bon, ben, je jette les bas, je vais aller m'en racheter d'autres. Donc, on a des réflexes, peut-être, parce qu'on est porté à surconsommer. C'est facile pour nous. Hein? C'est disponible, c'est dans les magasins, c'est près de chez nous. On peut acheter en ligne en plus. Et il y a quelque chose que j'aimerais vous amener ici. Ce phénomène d'achat en ligne. J'ai lu dans des articles que si vous commandez en ligne, hein, et vous vous dites, OK, je veux m'acheter une paire de jeans, par exemple. Et je vois des bons prix, je vois que c'est intéressant. Et là, je me dis, mais je ne suis pas tout à fait sûr s'ils vont me faire, c'est quelle grandeur. Donc, semble-t-il qu'on a l'habitude de faire venir une, deux, peut-être trois grandeurs. Lorsqu'on les reçoit, on l'essaie, on garde une grandeur, on les retourne, on en retourne deux. Pensez un petit peu à ce qui se produit. Et j'ai lu finalement que les compagnies qui recevaient ces vêtements, que ça coûte plus cher de retourner ces vêtements en inventaire que de les jeter. Donc, OK. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais regardons notre façon de consommer. Déjà en partant, hein, de faire venir 3 paires de pantalons, 3 paires de jeans pour peut-être n'en prendre une, peut-être pas n'en prendre du tout. Et on le retourne. La partie transport a un impact énorme sur les gaz à effet de serre. Donc, on peut voir que tout de suite, cette façon de consommer, il faut se poser des questions. Je ne dis pas que c'est bon ou pas bon, mais tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, ça a des effets néfastes. Non seulement ça a des effets néfastes point de vue environnemental, mais aussi ça a des effets néfastes point de vue social. Hein, on le sait, pendant qu'on fait venir de chez des grandes compagnies qui livrent, que je nommerai pas, ben, notre petit magasin d'à côté en souffre. Hein, les grandes surfaces ont tendance à s'accaparer de plus en plus de parts de marché. Et le petit magasin qui vit avec le propriétaire et 2 employés, bon, on en arrache. Okay? Bon, je ne veux pas faire le procès finalement du modèle d'affaires qu'on utilise ici, mais j'aimerais juste que nous, on se pose la question en tant que consommateur, est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce que c'est pas mieux d'acheter un vêtement qui est près de chez moi, local, que plutôt de penser de surconsommer puis faire venir ça par Internet? Alors, on commence à voir déjà ici des pistes de solutions. OK? On voit que d'allonger la vie de nos vêtements, ça a un impact majeur sur l'environnement, mais non seulement ça a un impact sur l'environnement, mais ça a un impact aussi dans notre portefeuille. Économiquement, c'est viable. C'est pourquoi qu'il faut faire attention lorsqu'on achète. Lorsqu'on achète nos vêtements, est-ce qu'on regarde vraiment le vêtement? Est-ce qu'on regarde, est-ce que la coupe est bonne? Est-ce que je suis confortable? Est-ce que je vais être en mesure de le porter, ce vêtement-là, plus longtemps? Puis même aussi, il faut se poser la question, avant même de l'acheter, le vêtement, OK, de dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Hein, déjà, on voit que tout de suite, notre façon de consommer peut changer juste avec notre intention. C'est notre intention de base qui fait la différence. Si j'ai l'intention de consommer, je vais consommer. Si j'ai l'intention d'acheter ce que j'ai besoin, directement, ma façon de faire, ma façon d'aborder les choses sera différente. OK? Donc, ici, on a fait le tour. On a pris notre portrait. On sait c'est quoi nos objectifs. On le sait que dans les pays du G20, hein, on a en moyenne une consommation de 214 kg. On a un objectif d'environ 129 kg. Si j'allonge la durée de vie de mon vêtement de 9 mois, ça a un impact de 54 kg. Donc, on peut voir tout de suite qu'est-ce qu'on a à faire. Mieux laver, laver moins souvent. Disposer, par exemple, des vêtements, les envoyer dans des endroits où est-ce qu'on va les recycler mécaniquement ou chimiquement. Et finalement, acheter de seconde main. Tout de suite, on commence à avoir des solutions. Mais avant d'aller à des actions qu'on peut prendre, c'est quoi notre limite? C'est quoi, par exemple, qu'est-ce qui peut me dire à moi que je surconsomme du textile? Oui, tout à fait. Se poser la question, est-ce que je suis en surconsommation vis-à-vis mes vêtements, vis-à-vis le textile que je consomme?
C'est une question que dans ce rapport, on s'est posée. En fait, se poser la question, qu'est-ce qu'une garde-robe suffisante? Et la définition d'un garde-robe, d'un placard suffisant au niveau du vêtement, en fait, on dit c'est le niveau de consommation de mode suffisant correspondant au nombre minimum de vêtements nécessaires pour répondre aux besoins vestimentaires d'une personne. Si tous les articles sont utilisés activement. C'est important de se rappeler. Si tous les articles sont utilisés activement. C'est la définition d'un garde-robe, d'un placard suffisant. Si on regarde l'évolution historique, par exemple, quelques chiffres qu'on peut regarder. On dit qu'en 1950, un guide recommandait 42 vêtements. Et ici, quand on dit 42 vêtements, c'est hors les accessoires. On ne compte pas les sacs, on ne compte pas les souliers, on ne compte pas les sous-vêtements. On regarde simplement les vêtements qu'on porte, les chemises, pantalons, manteaux, ce genre d'articles. Okay? On disait que pour une femme adulte vivant en ville, pour couvrir ses besoins annuels, on avait besoin de 42 vêtements. Ici, on est en 1950. Hein, on commence tout de suite à voir, quand on parle de nos grands-mères, bon, c'est à peu près leurs années. On parlait de 42 vêtements. Dans les années 60, une garde-robe française moyenne comptait environ 25 tenues, soit 40 pièces au total. Ce qui veut dire qu'une tenue pouvait compter une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Okay? Mais on parlait de 40 pièces. Donc, on était à 42 vêtements en 1950. 1960, en France, on parlait d'environ 40 pièces. Et aujourd'hui, une étude montre que la taille moyenne de la garde-robe a exactement beaucoup augmenté. Par exemple, on dit, il y a eu une mesure qui a été faite aux Pays-Bas. On dit qu'elle varie entre 70 et 429 pièces. Et ça, on exclut les sous-vêtements. Alors que, pour considérer une garde-robe, un placard suffisant, on devrait être aux alentours de 80 pièces. Et c'est ce qui est proposé comme étant le seuil suffisant. OK, on dit que pour un pays à 2 saisons, le rapport propose une garde-robe active de 74 vêtements. Et pour un pays à 4 saisons, on peut comprendre, hein, les manteaux d'hiver, les manteaux plus chauds et tout ça, le seuil passe à 85 vêtements. Ça peut être un vêtement à 2 pièces, là, un manteau ou un pantalon. Okay? Donc ici, là, on commence à avoir quelque chose en main. Et il faut se poser la question, il faut être honnête. Et je vous propose un défi. Je l'ai fait de mon côté. Ça prend à peu près 10 minutes. Allez dans votre placard, allez dans votre garde-robe et allez compter les morceaux de vêtements que vous avez. Et je vous défie aussi à regarder, à faire à peu près rapidement, là, sans faire un décompte scientifique, là, à regarder tout ça et dire, bon, quel pourcentage est-ce que je ne porte pas? Quel pourcentage que je garde au cas que la mode revienne? Quel pourcentage que, finalement, j'utiliserai jamais? C'est le défi qu'on devrait se donner très rapidement. Et si on est au-delà, par exemple, si on vit au Canada, on est au-delà du 85 vêtements. Et si, par exemple, on vit en France, en Belgique, ou peu importe, on vit au-delà de 74 vêtements, je crois probablement que je suis en surconsommation. Donc, ça nous donne tout de suite un moyen. Et il faut le regarder d'une façon honnête, là. OK? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et là, ça va nous amener à poser des questions et aller à des gestes qui vont nous dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Alors maintenant, c'est assez simple à savoir qu'est-ce que je dois faire. C'est tout simplement de me rappeler des sujets ou des objectifs qui ont été donnés dans ce podcast. On sait que dans les pays du G20, on est à peu près à une moyenne de 214 de gaz à effet de serre par habitant qui est fabriqué par année et qu'on doit, pour réussir à rencontrer les objectifs de l'accord de Paris d'une augmentation de température de 1,5 degré, nous devons baisser ce seuil de 214 à 129. Maintenant, on a vu que
allonger la durée de vie de nos vêtements, c'était ce qui avait le plus d'impact. On a vu aussi que de le laver moins, d'envoyer nos vêtements au recyclage et d'acheter des vêtements seconde main, c'est ce qui a un impact le plus fort sur notre trace environnementale du taux de carbone équivalent de CO2 par habitant. Mais maintenant, on est en mesure aussi de se positionner. Une fois que vous aurez fait le compte de vos vêtements dans votre garde-robe, dans votre placard, vous êtes en mesure maintenant de vous positionner à dire, OK, est-ce que je suis une consommatrice, un consommateur dans la moyenne, entre 75 et 85 vêtements dans mon garde-robe et dans mon placard, ou je suis vraiment au-delà, je suis dans la surconsommation. Et si tout ça vous amène des inconforts, sachez que c'est normal. C'est tout à fait normal. S'il y a de l'inconfort, c'est parce qu'il y a un souci qui s'installe. Et comme on dit tout le temps, dans l'inconfort se produit la transformation. Parce que si on demeure toujours dans le confort, dans nos pantoufles, comme on dit, il n'y a pas de transformation qui s'installe. Nous avons besoin de devenir la gardienne ou le gardien de nos vêtements plutôt qu'une consommatrice ou qu'un consommateur rapide. Nous sommes donc arrivés maintenant à la fin de ce podcast. Prenons une trentaine de secondes en silence pour observer quelle décision ou détermination te permettra d'amorcer ce que tu as besoin de transformer. La transformation se produit nécessairement dans l'inconfort. Donc, je vous invite à faire ce qu'on s'est dit, ce défi d'aller compter vos vêtements, et on va, à ce moment-là, on sera en mesure de plus nous positionner et nous dire, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour diminuer cette quantité de vêtements dans mon placard et qu'est-ce que je peux faire pour allonger la durée de vie de mes vêtements? Parce que c'est ça qui aura un impact plus grand, non seulement sur l'environnement, mais sur mon portefeuille aussi. Donc, je vous invite au prochain podcast où est-ce qu'on va discuter, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour allonger la durée de vie de nos vêtements, donc de l'entretien. Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous invite à suivre le prochain podcast.